Alors, vous me permettrez un petit parallèle. Là, on est en plein Euro de foot. On dit souvent qu'il y a 60 millions de sélectionneurs de l'équipe de France de foot. Moi, j'ai envie de dire aussi qu'il y a peut-être 60 millions de climatologues en France, hein, et notamment dans notre filière forêt. On a tous un avis sur le changement climatique. On regarde deux, trois figures et puis on a nos interprétations. Donc, l'idée, c'était de faire parler un climatologue, un vrai, j'ai envie de dire, Jean-Michel Soubourou, donc de Météo France, pour nous dire un petit peu ces fameuses sécheresses. Alors, est-ce qu'elles seront plus fréquentes à l'avenir et est-ce qu'elles seront plus intenses ou qu'est-ce qui va se passer? Je vous laisse la parole, Jean-Michel. Est-ce que vous voyez donc Oui, c'est parfait. voilà. Donc, bah, écoutez, donc bonjour à tous. Donc, merci pour l'invitation et pour l'introduction. Donc, 60 millions de climatologues donc en France, donc autant que de sélectionneurs pour l'équipe de France de foot. Et d'ailleurs, je vais vous montrer pas mal de podiums. Donc, on va rester dans l'ambiance de l'Euro 2020. Alors donc voilà, donc ça va être la vision du climatologue. Donc précédemment, donc vous avez eu la vision des forestiers par rapport aux extrêmes climatiques. Donc voilà, donc regardez un petit peu comment on s'y prend au niveau Météo France pour caractériser ces événements. Alors je vais plus parler justement de la caractérisation des événements de 2018 à 2020 que du futur. On va voilà, essayer déjà de caractériser ce qu'on a sur la table, hein. Et puis donc c'est un travail qui a été réalisé avec différents collègues, donc de la direction de la climatologie et des services climatiques, mais aussi de notre département agrométéo et puis du Centre national de recherche météorologique, Aurélien Rib en particulier, qui travaille sur les extrêmes climatiques. Alors donc ma présentation, il y aura 3 points. Donc revenir sur les définitions donc météorologiques et puis les jeux de données pour l'analyse donc à la fois des sécheresses et des vagues de chaleur. Ensuite donc caractériser les événements récents donc qu'on a observés dans l'est de la France et donc me focaliserai plus sur la région Lorraine. Et puis en termes de méthodo, donc essayer d'établir le lien avec le changement climatique donc à travers des notions de détection ou d'attribution des événements extrêmes avec le changement climatique. Alors, je reviens sur des choses qui sont relativement connues, mais ça permet de bien positionner le cadre d'analyse. Donc, pour les sécheresses, donc, qui relèvent d'un déficit en eau donc, anormal dans une ou plusieurs parties du cycle hydrologique terrestre et qui concernent une période longue. Donc, on distingue 3 types de sécheresses. Donc, les sécheresses météorologiques qui relèvent d'un déficit de précipitation, des sécheresses agricoles donc, qui relèvent d'un déficit dans l'humidité du sol, et puis les sécheresses hydrologiques qui concernent donc les débits, les hauteurs des nappes principalement, en sachant qu'au départ des deux dernières, donc, il y a généralement un déficit de précipitation qui va ensuite donc, se diffuser dans les composantes hydrologiques. Alors, on n'a pas d'indicateur de sécheresse qui relève de ces 3 types de sécheresse et qui serait universel. Donc, finalement, selon le domaine que l'on considère, donc, on va trouver différents types d'indicateurs. Et donc, pour la forêt, donc, des occasions que j'ai eues de travailler avec des forestiers dans des projets précédents, j'ai compris que donc, les précipitations et l'humidité des sols en période végétative étaient les, les indicateurs et puis les périodes que vous prenez en compte généralement. Donc, j'y viendrai dans ma présentation. Alors, on n'a pas d'indicateur universel, mais par contre, on a une méthodologie qui est aujourd'hui recommandée. C'est le Standardized Precipitation Index, qui est recommandé donc par l'Organisation mondiale de la météorologie et qui revient tout simplement donc à standardiser notre distribution, la projeter, notre distribution mensuelle de déficit sur une loi normale standardisée, donc qui permet d'associer à chaque valeur de l'indice sa probabilité d'apparition. Et ce travail-là, on peut le faire sur des déficits de précipitation, on peut le faire sur des déficits d'humidité des sols, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On peut le faire aussi sur des déficits de débit. Donc, c'était des choses qu'on avait fait dans le projet ClimSec. Ça date un petit peu, c'était dans les années 2010. Alors, en termes de jeux de données, ben aussi par rapport au jeu ClimSec, donc à Météo France, on aime bien travailler avec des données spatialisées, donc, et notamment les données Safran, donc en point de grille 8 km sur la France. Donc là aussi, je pense qu'elles sont assez bien connues des forestiers, donc du moins en France, et qui permet d'obtenir donc les valeurs des paramètres atmosphériques. Et de la même façon, donc avec le code ISBA pour à la même résolution pour des paramètres comme l'humidité des sols.
Hein, donc c'est un ensemble de modèles qui, les uns forçant les autres, donc Safran forçant le schéma de surface. Donc quand on veut faire de l'hydrologie, on rajoute le mot de coup, le M de CIM, mais dans le cas présent, on n'en a pas besoin. Alors, pour caractériser l'humidité des sols, donc l'indicateur qu'on utilise aussi généralement, nous, c'est le Soil Wetness Index, le SWI, hein, qui finalement caractérise le stress hydrique pour la végétation. Et comme je vous l'ai dit précédemment, donc on peut calculer des indicateurs standardisés, donc que ce soit pour le déficit de précipitation sur plusieurs mois ou le déficit d'humidité des sols. Donc, on dispose de ce calcul d'indicateurs de sécheresse, donc à la résolution 8 km sur la France depuis 1959. Et donc, pour la problématique forêt, donc je reviendrai plus particulièrement donc sur un déficit de précipitation sur 6 mois pour la période de la végétation d'avril à septembre, et puis d'un déficit d'humidité des sols sur la période d'été de juin à août. Et voilà, c'était des souvenirs dans le projet Extrémoscope. Donc, Valérie Do nous avait mis en évidence que c'est ce qui avait la meilleure corrélation avec la croissance des arbres. Mais après, donc c'est vous les experts de ces sujets. Alors donc moi, ce qui m'intéresse également, donc du point de vue de la climatologie, c'est comment on passe d'un indicateur à une notion d'événement. Et donc voilà, la sécheresse ou les vagues de chaleur, on va voir après, ce sont des événements. Et donc à partir de notre série standardisée, donc on peut imaginer ici que c'est un déficit standardisé de précipitation ou d'humidité des sols, peu importe. Lorsque la valeur devient négative, c'est que l'on est en déficit. Donc on peut avoir c'est le début d'un événement de sécheresse. Notre événement de sécheresse, il va nous intéresser lorsqu'il atteint une certaine valeur. Donc, par la suite, je prendrai la valeur -1 dans une distribution normale standardisée. Et donc, à partir de ce moment-là, donc on va pouvoir connaître la date de début de notre événement de sécheresse, la date de fin. Son intensité maximum, c'est la valeur, c'est le pic de déficit qui est observé un mois donné. On est sur des séries mensuelles. Et la sévérité, c'est l'intégrale finalement de toutes nos valeurs en déficit pendant l'événement. Et donc, on peut représenter par cette manière donc, nos événements de sécheresse en termes de durée, d'intensité max et de sévérité, et surtout de pouvoir les comparer les uns aux autres. C'est ce qui va nous intéresser. Alors, on peut faire le même travail sur les vagues de chaleur. Donc, vagues de chaleur, finalement, les définitions, elles ressemblent un petit peu à celles des sécheresses. Hein. Donc, on est sur des températures anormalement chaudes donc, pour la zone concernée et observée pendant plusieurs jours consécutifs. Alors donc, comme pour les sécheresses, on n'a pas vraiment d'indicateur qui s'impose de manière universelle et ils dépendent beaucoup des impacts que l'on cherche à caractériser, notamment pour la santé, donc avec le système de vigilance canicule en France. Donc là, on travaille avec des températures minimales, des températures maximales sur plusieurs jours. Il y a aussi d'autres indicateurs qui sont fréquemment utilisés dans la littérature, notamment internationale. Il y a le Heat Wave Magnitude Index, le HWMI, qui lui permet de caractériser des événements de douceur tout au long de l'année, pas spécialement les vagues de chaleur de plein été, mais des douceurs qui peuvent se produire aussi des fois, on l'a vu, en plein hiver. Alors l'approche opérationnelle que l'on a à Météo France, elle s'appuie sur les températures moyennes quotidiennes et des seuils qui sont liés à la distribution statistique donc, de ces températures. Et donc, le seuil d'identification, tout à l'heure, pour les sécheresses, c'était -1. Là, notre seuil d'identification d'un événement de canicule, c'est l'atteinte du percentile 99,5 de la distribution. Le seuil de début et de fin, c'est le percentile 97,5. Et on a un seuil d'interruption sur des événements. Donc, lorsque l'on descend en dessous du percentile 95. Donc, la série là qui est à droite, il faut imaginer que c'est une série de températures. Avec donc en bleu quand on est en dessous de la moyenne climatologique, en rouge quand on est au-dessus. Et puis, donc voilà, quand on dépasse les seuils de début, de fin, voilà, donc en marron, là, c'est notre événement de sécheresse. Donc avec sa sévérité, l'intensité max, c'est la valeur maximum d'une journée. Et puis, on a notre date de début et de date de fin. Donc, de la même façon que pour les sécheresses, on a mis en place une méthode qui nous permet donc de caractériser nos événements de vagues de chaleur. Alors,
Dans notre cas présent, donc, il existait déjà depuis pas mal d'années un indicateur au niveau national qui nous permet de caractériser ces événements. Donc, depuis maintenant 2-3 ans, on a des jeux de données qui nous permettent de traiter de toutes les échelles spatiales, que ce soit au niveau national, au niveau régional, au niveau local. Donc, ce jeu de données il s'appelle Anastasia. Donc, il est décrit dans le papier Besson et al. 2019. Et donc, par exemple, sur la Lorraine depuis 1947. Donc, la représentation, c'est donc vous voyez toutes ces bulles. Chacune, ça correspond à un événement. Donc, l'axe des abscisses, c'est la durée de l'événement. L'axe des ordonnées, c'est l'intensité maximale. Et la sévérité de notre événement, c'est la taille de la bulle. Donc, en termes de durée, par exemple, l'événement qui a duré le plus longtemps sur la Lorraine, c'est 2006, devant 2003 et 2018. L'événement qui a eu l'intensité maximale, c'est plus 2003, maintenant c'est 2019, puis après c'est 2015 et 2003 arrive à la troisième position sur la Lorraine. En termes de sévérité, c'est toujours 2003 qui est en tête devant 2018, je crois, et 2006. Vous voyez comme un petit peu on arrive à classer nos événements. Alors, sur ma deuxième partie, donc je dis qu'on allait parler des événements particuliers récents qu'a connu l'Est de la France. Et donc, c'est une succession d'années sèches. Donc, depuis 2014 que connaît cette région. Hein. Donc, donc là, vous avez les anomalies de précipitation sur l'ensemble de l'année pour la Lorraine. Donc, ça fait donc 7 années consécutives où le bilan est négatif. Hein. Et si je regarde donc mes événements, donc avec mon standardized précipitation index sur 6 mois sur la Lorraine, alors là, je me suis mis sur une courte période, c'est 91-2020. Et donc, en pointillé, donc c'est la valeur 0. Quand on est en dessous, on rentre en sécheresse. Et puis, quand on passe en dessous du seuil -1, on a un événement de sécheresse que l'on va pouvoir analyser. Et donc, sur la période récente, on a 3 événements là qui se sont manifestés en termes de déficit de précipitation. Donc, un d'octobre 2016 à octobre 2017. Un autre, donc le plus important, c'est de juillet 2018 à janvier 2020. Et puis un dernier, donc, qui se prolonge après décembre 2020. Et donc, si on fait la même chose pour l'humidité des sols sur 3 mois, donc pareil en Lorraine, donc on retrouve des choses qui sont à peu près similaires. Donc, j'ai mis les 3 flèches pour identifier nos événements. Donc, c'est septembre 2016 à novembre 2017, mai 2018 à janvier 2020 et avril 2020 à décembre 2020. Donc, à 1 ou 2 mois près, on voit que nos déficits de précipitation et puis le déficit d'humidité des sols étaient relativement donc, concomitants. Alors maintenant, je vais pouvoir représenter mes événements sous forme de bulles là, et classer mes événements. Donc là, cette fois-ci, je vais regarder mes événements depuis 1960. Et les événements, donc en termes de déficit de précipitation sur 6 mois en Lorraine, les événements les plus forts que l'on observe, que ce soit en durée ou que ce soit donc en sévérité, en fait, ils sont relativement anciens, c'est 1970 et 1962. Et notre événement de 2018, il arrive finalement en 5e position en termes de durée, 3e en termes d'intensité maximum, c'est le déficit qu'on observe sur un mois donné, et 4e donc en termes de sévérité. Donc la bulle de 1975, bon, elle est plus connue sur 1976, bien sûr, c'est la sécheresse de 1976, mais qui avait commencé à la fin de l'hiver 75. En termes d'humidité des sols, donc de la même façon, donc les événements, l'événement de 2018 se situe au 3e rang pour la durée. On voit, il est ici, hein, mais il est loin derrière 89 et 2003. Il se situe aussi donc au 3e rang pour l'intensité max et au 4e rang pour la sévérité. Donc sur une série de 60 ans, hein, ça nous donne un petit peu l'idée de sa durée de retour, hein, puisqu'on a 3 à 4 événements, donc on est entre du 15 à 20 ans là, par rapport à l'ensemble de la série. Alors, si on regarde les paramètres un peu plus d'intérêt pour la forêt, donc les précipitations en période végétative, là, donc les 6 mois d'avril à septembre, et puis le déficit d'humidité des sols en période d'été, de juin à août, en fait, on retrouve des choses un petit peu comparables finalement. Donc, en vert, on a nos précipitations cumulées sur 6 mois. Là, et donc, chaque fois, c'est une valeur par année. Maintenant, on n'est plus sur quelque chose de continu. On voit que les valeurs de 2018-2019, c'est des valeurs fortes, mais qu'elles sont loin des records qu'on avait pu obtenir, donc, notamment en 2016 pour les précipitations, ou en 1964, ou même 2003. Hein. Et puis, en termes de déficit d'humidité des sols, c'est pareil. Donc, l'événement de 76, pour une année particulière, reste
reste la référence. Donc 2003, 64 aussi. C'est des événements un petit peu anciens, là, donc on a peut-être un peu perdu la mémoire. Et peut-être ce qu'il y a de particulier pour cette séquence, cette répétition, d'avoir 3 à 4 années consécutives, donc avec de forts déficits qui rentrent dans les des fois donc dans le top 10 des événements. Hein. Donc c'est peut-être ça le caractère particulier là, de cette période là que l'on vient de connaître donc sur l'est de la France. Pour Alors info, il reste 5 caractérisation, minutes. Merci. très bien, pas de souci. Donc caractérisation des vagues de chaleur. Donc là c'est pareil, donc c'est la succession, le graphique de droite c'est les valeurs saisonnières et donc c'est en Lorraine et donc c'est le nombre de c'est la succession de mois et donc lorsqu'ils sont au-dessus des normales et donc on voit que depuis décembre 2017 jusqu'à la fin de l'année 2020, c'est 3 années continues où tous les mois, toutes les saisons de l'année sont nettement au-dessus des normales. Hein. Donc on est vraiment sur une période particulièrement chaude pour la région, une accélération du changement climatique. Et si on regarde en termes de nombre annuel de jours de vagues de chaleur en Lorraine, bien on voit que le nombre ce jour de nombre de vagues de chaleur, hein, donc qu'on retrouve chaque année, que le maximum donc il se situe en 2015, après c'est 2006, 94 et que 2019 arrive en 4e position, en sachant que 2018 aussi avait connu beaucoup de vagues de chaleur. Alors si on va en termes de détection des événements extrêmes, donc on regarde maintenant s'il y a des tendances sur notre série de précipitations sur 6 mois. Donc, pour l'été, donc on n'a pas de tendance sur les précipitations. Par contre, donc sur l'humidité des sols, au mois d'août en Lorraine, on a une tendance très nette donc à l'aggravation au fil du temps. Hein. Donc, on a bien des effets du changement climatique pour aggraver les sécheresses des sols. Sur la détection des vagues de chaleur, l'évolution des vagues de chaleur. Donc, on reprend notre graphe de tout à l'heure où on avait le nombre de jours de vagues de chaleur par an. Et ce nombre de jours de vagues de chaleur, ben, en fait, entre les années 60 et aujourd'hui, ben, il a été multiplié par 10. Donc, on avait en moyenne une journée de vagues de chaleur à peu près, hein, c'est-à-dire qu'on avait une vague de chaleur tous les 4-5 ans à l'époque. Et là, maintenant, donc, c'est une succession de vagues de chaleur qui durent généralement une dizaine de jours par an. Et les 2 tiers des vagues de chaleur sur la Lorraine, si on regarde depuis 1960, se sont produites depuis 2000. Donc dans mon camembert, c'est la partie rouge et la partie orange qui représentent 2 tiers de nos événements de vagues de chaleur. Nos événements de vagues de chaleur et de sécheresse, est-ce qu'ils sont corrélés? Est-ce qu'ils se produisent en même temps? Alors, pas vraiment pour les déficits de précipitation. Donc, c'est la comparaison de mes courbes rouges et vertes. Par contre, donc, sur mes courbes rouges et oranges, c'est-à-dire les vagues de chaleur et les sécheresses des sols, bon, on a un signal de corrélation qui est modéré, hein, mais qui est sûrement plus lié au fait que les deux phénomènes donc, sont associés au changement climatique et que le changement climatique, il amène à augmenter la fréquence tant des vagues de chaleur que de l'humidité des sols. Alors, pour terminer, donc, une autre notion qui est importante maintenant donc, pour les climatologues, c'est d'attribuer un événement singulier au changement climatique. Et c'est de dire, d'être capable de calculer comment l'influence humaine a pu modifier en termes de fréquence ou d'intensité donc un événement, la réalisation d'un événement particulier. Donc, c'est une méthode statistique qui donc voilà, considère donc l'événement avec le changement climatique ou sans changement climatique, et de même l'intensité avec ou sans changement climatique. Et l'idée, c'est de travailler avec de grands ensembles d'observations ou de simulations climatiques pour être capable de calculer des probabilités conditionnelles ou des intensités conditionnelles. Donc là, par exemple, sur l'événement de septembre 2020, c'est une vague de chaleur tardive, mais qui avait bien concerné aussi le nord-est de la France et la Lorraine. Donc, par exemple, donc, ici, l'ensemble des points, ce sont toutes les simulations climatiques des GCM de l'exercice d'intercomparaison CMIP5, là, qui avait été utilisé pour le 5e rapport du GIEC. Et on voit, donc on peut calculer la probabilité de notre événement de septembre 2020 sans changement climatique, donc c'est notre courbe bleue, avec le changement climatique, c'est notre courbe rouge, et on voit donc que dans le cas de septembre 2020, eh bien, donc, le changement climatique a rendu l'événement de septembre 2020 12 fois plus probable et a augmenté son intensité de 1,5 degré
Et donc cet exercice-là, aujourd'hui, ça devient un véritable service qui peut être réalisé pour un certain nombre d'événements, hein, donc tant au niveau mondial. Donc il y a un groupe qui travaille là-dessus, c'est le World Weather Attribution. Et puis donc au niveau européen, il y a le programme Copernicus qui est un service d'attribution. Et puis au niveau national, donc dans le cadre de la Convention de services climatiques avec le MTE, on a aussi réalisé un certain nombre de diagnostics qui nous permettent donc d'attribuer les événements de sécheresse ou de vagues de chaleur au changement climatique. Alors plutôt des vagues de chaleur, sur les sécheresses, on n'a pas trop travaillé aujourd'hui parce qu'on ne dispose pas de chroniques suffisamment longues, tant dans les modélisations climatiques que dans les observations. Par contre, sur les vagues de chaleur, il y avait eu des travaux, notamment sur juillet 2019, qui avaient été très importante, très intense sur la Lorraine. Et on avait montré à l'époque que le changement climatique avait rendu au moins 10 fois plus probable cet événement et que son intensité avait augmenté d'au moins 1,5 degré. Donc, je vous ai mis la référence du site DRIAS sur lequel on peut retrouver cette information. Et donc, voilà, donc j'en arrive à ma conclusion. Donc, l'Est de la France donc, a connu une période de sécheresse intense entre 2018 et 2020, combinée à une succession d'épisodes de vagues de chaleur. Ces événements, donc, ils ne sont pas records depuis 1960, mais leur répétition, 3 à 4 années successives, est sûrement singulière et, donc, et explique sûrement des dommages particuliers donc, pour les milieux vivants et notamment la forêt, donc avec la répétition de ces événements sévères. On détecte des tendances climatiques sur les sécheresses des sols en été, les vagues de chaleur que l'on peut relier au changement climatique. Et on est aujourd'hui capable maintenant même de dire en quoi le changement climatique a rendu plus probable ou plus intense ces événements. Et donc en climat futur, sans surprise, donc ces événements donc, combinés de sécheresse des sols et vagues de chaleur, ils vont être amenés à se répéter de plus en plus souvent. Voilà, merci de votre attention. Eh bien, merci de cette bonne nouvelle. Vous vous en doutiez un petit peu, je suis sûr. Donc je prends le chat des questions, peut-être repréciser ce qu'on définit par la sévérité d'une sécheresse par rapport au terme intensité et durée qui était cité dans les graphiques. Ouais. Donc la sévérité, c'était le cumul finalement de toutes les valeurs de déficit au cours de l'événement. Et donc pour les vagues de chaleur, cette sévérité, c'est elle qui est la mieux corrélée aux impacts sanitaires. Pour les sécheresses, ce travail-là, il n'a pas été fait, mais c'est fort probable que ça le soit aussi. Enfin, je ne sais pas, les deux peuvent jouer. L'intensité max aussi peut donner un coup de poing particulier, mais la sévérité, c'est quand même ce que l'on encaisse tout au long de l'événement et donc qui se cumule tout au long de l'événement. D'accord, merci. Je fais le relais d'une question d'Erwin. On a vu tous les indicateurs que vous avez cités sont liés à la disponibilité en eau. Mais est-ce qu'ils peuvent aussi rendre compte le fait que les sécheresses de même intensité, finalement, qui se déroulent dans une ambiance thermique de plus en plus chaude, est-ce que tout ça, va s'amplifier et amplifier le stress subi par le peuplement? Ben, c'est pour ça donc quand on est sur le déficit de précipitation, le Standard Precipitation Index, on ne tient pas compte des températures. Et d'ailleurs, on voit qu'on n'a pas réellement de tendance parce que il y a une variabilité sur les événements de sécheresse météorologique, mais on n'a pas d'impact, d'effet du changement climatique pour les rendre plus fréquents. Plus fréquentes, par contre, quand on est sur l'humidité des sols, on tient compte de l'évaporation et de l'évapotranspiration également. Et donc là, les effets liés aux températures très élevées, donc là, par contre, ça c'est pris en compte. Et cet indice de sécheresse des sols, c'est lui qui cumule un petit peu ces effets de déficit de précipitation et puis d'évapotranspiration très forte. D'accord. Donc, je vais reprendre une question telle quelle, très technique pour moi. Pourquoi utilise-t-on, donc de Georges Pottecher, pourquoi utilise-t-on les simulations CMIP5 avec la correction Adamon, de préférence aux simulations CMIP6? Les calculs récents sont-ils moins bons? Alors, donc, j'en ai pas parlé dans ma présentation, mais bon, c'est une remarque générale. Donc, par rapport au jeu de projection climatique qui a été publié par Météo France, qui s'appelle DRIAS 2020, et donc qui s'appuie sur des simulations régionalisées Eurocordex corrigées par la méthode Adamon sur la France. Et donc, dans les simulations régionales dont on dispose aujourd'hui sur l'Europe, enfin, ces simulations régionales, elles s'appuient sur des modèles globaux qui viennent du 5e exercice du GIEC, donc CMIP 5.
Alors donc, il vous aura pas échappé, ou sinon, en tout cas, je suis ravi de vous l'apprendre, que le GIEC va produire son nouveau rapport, son 6e rapport cet été. Donc, on va encore beaucoup parler de changement climatique. Et donc, ce 6e rapport, il s'appuie sur de nouvelles simulations globales, CMIP6. Et simplement, donc, quand on a préparé le jeu Drias 2020, les simulations de CMIP6 n'étaient pas complètement disponibles. Et puis surtout, donc, sur le portail Drias, on s'appuie sur des simulations régionales à l'échelle de l'Europe. Et aujourd'hui, sur le portail Eurocordex, on n'a pas encore de simulation basée sur CMIP6. Donc, c'est des choses qui vont arriver à partir de l'année prochaine. Donc, c'est le programme pour nous de l'an prochain. D'accord, merci. Alors, on a vu en intro l'impact que peuvent avoir les tempêtes sur les forêts et une question de Myriam sur l'évolution du régime, des régimes du vent, et, notamment les vents violents en particulier à l'avenir. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on Alors, peut donc, dire? ça fait partie des événements extrêmes sur lesquels le lien avec le changement climatique est sûrement le plus difficile à établir. Quand on regarde déjà les observations en France, on voit que l'on a d'abord une forte variabilité décennale de ces fréquences de tempêtes, qu'elles avaient été très nombreuses dans les années 80-90, hein, jusqu'au fameux Lothar, notamment donc, pour le nord de la France. Et puis, dans la période autour de 2000-2010, ces tempêtes sont devenues beaucoup moins fréquentes et que de nouveau, donc, elles deviennent plus fréquentes. Et quand on regarde des tendances sur l'est de la France, je crois qu'il n'y a pas vraiment de tendance significative. Donc, si on les considère sur une période suffisamment longue, hein, donc ça veut dire qu'il faut avoir ce recul quand on fait de la climatologie, regarder, si possible, 50 ou 60 années de données, enfin, le maximum de ce dont on dispose. Et donc, dans les projections climatiques, c'est des choses qu'on a regardées avec le jeu Drias 2020. Et on n'a pas vraiment de signal cohérent dans les modèles. Donc, le GIEC, enfin, ou les modèles globaux, ils nous disent que globalement, le rail des perturbations, il devrait remonter un petit peu vers le nord, donc avec le gradient des températures. Donc, on n'a pas de raison particulière de penser à une aggravation de la fréquence, en tout cas, de ces événements. Alors, en termes d'intensité, il faut être prudent. Donc, mais il n'y a pas de signal très clair d'aggravation du risque à ce jour pour les tempêtes. Merci, enfin une bonne nouvelle. Une question là, qui concerne directement nos peuplements forestiers, notamment les peuplements d'arbres adultes. Pour votre indice de chasseresse du sol, comment vous prenez en compte la profondeur du sol, qui est finalement un facteur de compensation important, quoi, à prendre en compte? Ouais, donc là, dans le cas présent, donc, c'est des profondeurs qui sont utilisées dans le modèle opérationnel qu'on utilise pour le suivi de la ressource en eau en France. Donc, on est sur des profondeurs entre 1 mètre, c'est la couche racinaire, on est entre 1,50 m et maximum 2 mètres. On ne tient pas compte. Donc là, j'ai pris en gros les données opérationnelles dont on dispose. Ça ne tient pas spécialement compte de peuplement forestier sur lequel la couche racinaire pourrait être plus profonde.